Et pour l'année 2009, nous passons donc à une approche de linguiste pour la littérature française avec Gilles Philippe et Julien Piat, La langue littéraire à l'épreuve du temps, et un beau livre, un gros livre publié cette année-là, La langue littéraire, une histoire de la prose en France, de Gustave Flaubert à Claude Simon. Alors vous êtes deux, donc je ne sais pas voilà, comment merci vous beaucoup. allez... Nous allons partager le temps en suivant l'ordre alphabétique, tout simplement. Donc c'est moi qui vais ouvrir par quelques propos assez généraux. Celles et ceux d'entre vous qui ont eu ce volume, La langue littéraire, entre les mains, se souviennent peut-être qu'il suit le principe de la trame et de la chaîne. La trame y est formée par une première série de chapitres qui suivent dans la diachronie les grandes questions qui se sont posées sur un long siècle ou un siècle et demi de prose française, la question de la phrase, la question de la représentation de la pensée, la question de la relation à la langue parlée, etc. La chaîne, elle, est formée par une seconde série de chapitres qui proposent des coupes synchroniques par tranches de 20 ans environ, autour de dates rondes prises comme pivot, de 1860 à 1960. La trame diachronique observe l'évolution des grandes formes stylistiques au long d'un long siècle de prose française. La chaîne synchronique articule un état de ces formes et un état des imaginaires à un moment donné de la période considérée, où, pour le dire un peu vite, on a cru à une sorte d'illusion collective en une forme d'autonomie de la langue littéraire. Mais je n'irai pas plus loin dans la présentation de l'ouvrage et je saisirai plutôt la chance qui nous est donnée pour prendre un peu de recul et radicaliser quelques partis pris et même faire valoir la dimension un peu manifestaire de l'entreprise, bien que mes propos n'engagent pas nécessairement les collègues qui ont accepté d'en rédiger avec nous les différents chapitres, Stéphane Chaudier, Michel Murat, Christelle Reggiani, Stéphanie Smadja, à qui nous redisons aujourd'hui toute notre reconnaissance. Le choix même de l'expression « la langue littéraire » pour titre de l'ouvrage disait bien qu'il s'agissait ici d'appréhender de façon collective des observables langagiers attestés dans la littérature et de faire l'hypothèse qu'il était possible d'en penser l'évolution sans passer prioritairement par la question des styles d'auteur. On peut d'ailleurs regretter après coup que les bornes chronologiques aient été indiquées dans le sous-titre du livre par deux noms d'écrivains, Gustave Flaubert, Claude Simon. Ce choix était au départ simplement lié au fait que des dates auraient pu paraître trop contractualisantes, mais aussi au fait que dans notre tradition, la littérature se donne à nous comme une série d'artefacts signés. Même s'il s'agit de l'interroger, voire de le contester, il nous faut non seulement composer avec le présupposé auteuriste, mais aussi en accepter localement la pertinence, tout en gardant en mémoire que le singulier n'est jamais qu'une variante du collectif et que la singularité ne se peut mesurer que dans la comparaison. Dans le côté de Guermantes, Marcel Proust dramatise une certaine conception individualisante du changement stylistique lorsqu'un nouvel écrivain vient détrôner Bergotte. Détrôner, le mot n'est sans doute pas trop fort, puisqu'une telle vision de l'histoire stylistique est l'équivalent d'une historiographie politique qui ferait du changement à la tête de l'État l'unique moteur de l'histoire des peuples. Or, il n'est pas assuré que les pratiques rédactionnelles auraient évolué bien différemment si Flaubert ou Morand, ce sont les héros des deux grands textes de Proust sur le style, n'avaient jamais rien écrit. Chacune à sa façon, leurs deux proses apparaissent comme des symptômes, autant voire plus que comme des causes proprement dites, d'un changement plus large et en partie déjà accompli au moment où ces écrivains prirent la plume. Proust considérait que les styles sont nécessairement divers, puisque, disait-il, les sensibilités sont singulières, mais les sensibilités sont-elles si singulières ? Et ne peut-on envisager le changement stylistique sur une base autre que la succession des noms d'auteurs ou comme une série de coups de force ? Pour qualifier ce parti pris, l'analyse cinématographique recourt volontiers à un adjectif que j'ai utilisé tout à l'heure, auteuriste. La critique auteuriste est accusée de survaloriser la part proprement individuelle du cinéaste en suivant une démarche qui cumule les handicaps que l'on associe à une certaine critique formaliste,
qui prétendent étudier l'œuvre que pour elle-même et n'en considérer que les formes, et à une certaine critique antiformaliste qui valorise dans l'œuvre l'évidence d'un trajet singulier et en rapporte tous les choix et toute l'interprétation à un projet forcément et uniquement personnel. Bien que les études littéraires n'utilisent guère cet adjectif, ce type de débat leur est familier depuis bien longtemps et notre époque est particulièrement peu favorable aux analyses auteuristes. Elle ne leur reproche pas seulement leur simplisme, elle en dénonce aussi l'illusion qui, depuis la première moitié du XIXe siècle, fait de l'originalité ou de la nouveauté le critère premier du jugement esthétique. Que ces catégories aient vocation ou non à fonder l'attribution de la valeur ou à sanctionner le talent, il n'appartient pas à la critique savante d'en décider. Chaque époque, voire chaque personne, en jugera pour elle-même. Il lui appartient et nous appartient en revanche de les interroger, et c'est un des mérites de la sociologie de l'art ou de l'analyse du discours que de nous avoir fourni des perspectives, des notions qui permettent de penser les œuvres comme des productions ne se limitant pas à un complexe formel et mettant en jeu bien plus qu'un geste individuel. Pour penser l'histoire des faits langagiers littéraires, est dès lors le premier enjeu d'une stylistique non auteuriste. Or, l'histoire et la stylistique n'ont jamais fait très bon ménage, et l'idée même d'une stylistique historique peut encore sembler une contradiction dans les termes. Car limiter le fait stylistique à la seule signature d'auteur limite drastiquement toute démarche historique, en ce que celle-ci voudrait stabiliser l'évolution générale des pratiques rédactionnelles et en préciser les mécanismes. Si la stylistique ne considère que les protocoles rédactionnels qu'en tant qu'ils sont individuels, elle est alors libérée du souci historique. Elle s'intéressera au discours indirect libre ou au récit au présent chez tel ou tel auteur, mais sans se demander pourquoi, par exemple, l'évolution du premier a été synchrone dans toute l'Europe et l'évolution du second asynchrone dans l'ensemble des traditions occidentales. Or, je ne puis juger du discours indirect et libre chez Zola ou chez Woolf, du récit au présent chez Updike ou chez Duras, que si j'ai d'abord mesuré l'impact et l'histoire des changements formels collectifs qui ne se laissent que très rarement ou très partiellement réduire à des options individuelles. Le grand défaut de notre ouvrage, c'est d'ailleurs d'avoir négligé de confronter l'évolution des pratiques françaises à celle des pratiques environnantes. Tout ceci explique en tout cas le lien privilégié que la stylistique auteuriste a toujours entretenu avec la linguistique. Elle vit en effet sur l'idée que l'écrivain négocie directement avec la langue commune, comme si personne n'avait rien écrit avant lui, comme s'il n'avait jamais rien lu. Les propriétés générales de l'idiome seraient mises dès lors au service d'une expressivité singulière accessible à l'interprétation. Mais à faire comme si chaque écrivain négociait directement avec la langue commune, on finit par essentialiser les faits langagiers observables dans les textes. Or, malgré la stabilité de son fonctionnement linguistique, le rendement esthétique, expressif, voire sémantique d'un choix stylistique, la narration au présent, la phrase sans verbe, les constructions pronominales du verbe, ce rendement n'est pas le même en 1860 et en 1960. Un fait littéraire langagier apparaît rarement, on en trouvera toujours une première occurrence, mais le fait que telle époque le sursollicite entraîne presque toujours une usure et un déclin, sauf s'il n'est plus associé à un faisceau de formes, mais à un autre, comme le montre par exemple l'histoire de la phrase longue, passant du modèle oratoire à un modèle qui en est presque l'inverse. Pour penser le changement stylistique, il convient donc de se libérer d'une part d'une définition du style comme simple signature rédactionnelle d'une individualité, et d'autre part d'une obsession qui fait de la nouveauté, de la singularité, l'objet premier de la réflexion stylistique, en considérant comme scientifiques des critères historiquement construits d'attribution de la valeur esthétique. Sortir du modèle auteuriste exige d'élargir l'observation au fond de l'angle des œuvres sans se limiter aux petits détails récurrents formant signature, voire en l'ignorant, et de prendre en considération ce qui ne dévie pas, ce qui n'est ni nouveau, ni singulier, et ce qui est absent. Cela exige ensuite de n'envisager les tours stylistiques qu'en tant qu'ils font partie de faisceaux de formes dont l'avènement, le fonctionnement et le déclin sont contraints par l'histoire des sensibilités et des imaginaires, mais aussi
par des mécanismes évolutifs généraux comme le figement, l'usure ou la resémantisation. Rien, bien sûr, de tout cela n'interdit de faire de l'œuvre singulière un observatoire stylistique pertinent, puisque, je le disais, la littérature se donne à lire dans notre tradition comme émanant d'auteurs singuliers et comme une série de textes signés. Cela exige simplement un ajustement du regard, et il est encourageant de voir que bien des travaux actuels en stylistique œuvrent précisément dans cette direction. Alors, après ce retour sur les propositions les plus théoriques, peut-être de la langue littéraire, on pourrait, pour essayer de répondre à la commande en quelque sorte et réfléchir à ce que pourrait être une postface à l'ouvrage, on pourrait essayer donc d'imaginer ce que serait un dernier et peut-être plus que dernier, un ultime chapitre à la langue littéraire. Alors je repartirai ici, pour ceux qui ont lu l'ouvrage, des quelques remarques qui terminaient le dernier chapitre consacré à Barthes et à la langue littéraire dans les années 60, pour peut-être essayer de voir comment décaler le regard, comment aller plus loin et s'intéresser aux années 80, donc suivant la logique de notre chaîne dans cette partie du livre. Alors pour ce faire, c'est à la notion que Gilles Philippe a rapidement mentionnée d'autonomie du champ littéraire qu'il nous faudrait sans doute revenir. D'abord parce que de fait elle a modelé l'ensemble de notre projet, et d'autre part parce qu'on a pu nous reprocher une telle référence à Bourdieu et à la sociologie de la littérature. De fait, il est peut-être temps de dire que si on mesure l'utilité d'un concept à la pluralité ou à la fécondité des développements qu'elle permet, eh bien peut-être que notre choix n'était pas si aberrant que cela. Ce que nous a permis cette hypothèse, d'inscrire nos travaux dans cette hypothèse, c'est effectivement d'observer des constantes, des mutations, celles qu'a connues sur une longue durée le matériau a priori le plus banal, le plus disponible, le moins marqué. Je veux parler là de la prose. L'autre histoire de la littérature française qu'on a tenté de retracer dans l'ouvrage est bien celle d'une valorisation des formes, sans cesse reprises, sans cesse retravaillées, ces formes de la prose, pour obéir à des fonctions, celles qu'on a assignées à tel ou tel moment à la littérature, à travers une série d'imaginaires de tel ou tel moment. Alors pour écrire l'ultime chapitre dont je viens de parler, le préalable serait de savoir quel imaginaire dominant identifié à la fin du XXe siècle. On pourrait reprendre ici l'idée esquissée donc dans les toutes dernières pages du livre d'un redevenir discours de la littérature et faire peut-être de Marguerite Duras le dernier maillon de notre chaîne. Plusieurs remarques ici. D'abord, le fait que l'autonomisation du champ littéraire était allée de pair avec une affirmation du texte, de la littérature comme texte. Était littérature ce qui coupait imaginairement avec la pratique rhétorique. De la tribune publique, on avait glissé au gueuloir de Flaubert, où le même Flaubert faisait résonner ses phrases pour lui, d'abord pour lui. Et donc la littérature avait connu là une redéfinition de ses contours, ou plus exactement de ses espaces, de son écho. On entrait dans la langue littéraire avec la montée du roman à la troisième personne, la dissimulation du narrateur dans ce roman à la troisième personne, et on se quittait sur la figure de Barthes, donc, dont la place aux frontières même de la littérature était sans doute déjà un signe. Alors vous pardonnerez le jeu de mots. Barthes était effectivement apparu, conformément à la démarche de l'ouvrage, comme le mieux à même de rendre compte de l'imaginaire énonciatif des années 1960, disons 1950-1970. Les questions de langue, et c'était là aussi un des fils conducteurs de l'ouvrage, que de montrer que tout problème de littérature est un problème de langue, étaient alors dominées par les premiers développements de la linguistique de l'oral, la réflexion sur le récit dominée par des questions énonciatives, l'interrogation sur la place, les fonctions du narrateur. Dans les derniers développements de la langue littéraire, on faisait des formes langagières privilégiées par les auteurs du temps, les commentaires, les gloses, les parenthèses, les figures diverses d'inachèvement,
la trace littéraire de ces mêmes interrogations sur finalement l'origine du discours. Duras n'était pas absente de ces pages, mais ce n'était sans doute pas encore celle qui, quelques années plus tard, devait à la fois apparaître comme tantôt le génie de l'autofiction, on y revient, la star d'émissions télévisées, la prêtresse d'interviews parfois décalées, ou encore la chroniqueuse de luxe de Libération, tout comme la réalisatrice exigeante de films auteuristes. Donc, autant de caractéristiques qui désignent la figure de Duras comme une représentante d'une confusion des genres, où l'œuvre littéraire serait redevenue un discours parmi d'autres. Un discours parmi d'autres, ce serait là, finalement, le problème ou l'idée qui dominerait cette postface à l'ouvrage. Si on reste à Duras, on peut se souvenir de cette notion d'écriture courante qu'elle a forgée, qu'elle dira avoir longtemps cherchée, finalement trouvée, notion qui est finalement une fiction stylistique, apte à énoncer la volonté de capter le monde dans une expérience la plus commune qui soit. Cette écriture courante, c'est aussi, paradoxalement, une série de traits tellement identifiables que Duras est sans doute l'écrivain le plus facile à pasticher. Plus précisément, ce que je veux dire là, c'est que tout se passe de deux manières. D'une part, comme s'il n'y avait qu'elle qui écrivait ainsi, avec une telle concentration de formes, mais que ces formes sont les formes les plus banales, celles que la langue littéraire a épuisées, épurées, au point qu'elles semblent rencontrer celle de la langue la plus communément partagée, et peut-être même la langue orale. Plus décisif encore, car finalement ce que je viens d'esquisser là ne fait qu'illustrer une autre fois la démarche qui était la nôtre dans l'ouvrage, Duras fait la transition entre le moment énonciatif, dont je parlais précédemment, et ce qu'on pourrait qualifier de moment médiatique ou peut-être pré-sociologique de la littérature, en réaffirmant un jeu que l'on va de fait retrouver dans bien des écritures littéraires contemporaines, tantôt par excès, comme revendication d'une singularité irréductible, tantôt par défaut, comme marque d'une subjectivité transpersonnelle. Alors, si j'utilise ce mot ici, c'est qu'il y a en quelque sorte concurrence pour la figure de ce dernier ultime chapitre. J'évoquais Duras, il me semble qu'une autre figure qu'on pourrait ici donner comme tête de proue à ce chapitre, ce serait celle d'Annie Ernaux, une œuvre majeure de l'époque, dont le travail témoigne sans doute lui aussi d'une ouverture aux différents supports médiatiques du temps, qui est vraiment, je crois, la clé de lecture de la sortie de la langue littéraire. En décidant de publier, par exemple, le journal d'écriture des années, la grande autobiographie impersonnelle, alors pour faire un écho à ce que disait Jean-Louis Janel tout à l'heure, cette grande autobiographie impersonnelle de 2008, le journal d'écriture qu'elle publie plus tard sous le titre de l'Atelier Noir, participe d'une divulgation de l'acte d'écrire qui va rejoindre toute une série d'autres discours qu'elle va produire, qu'elle va donner au public. Alors qu'il s'agisse, là encore, d'interventions multiples à la télévision, que ce soit la participation à des documentaires, eux aussi diffusés à la télévision, que ce soit à travers de multiples déplacements, dont un certain nombre devant des classes, devant des élèves, devant des étudiants. Comme si, ici, le travail littéraire rejoignait donc un autre ensemble de discours, un autre ensemble de faits. De fait, je crois, pour revenir à la perspective stylistique ou linguistique de l'ouvrage La langue littéraire, que aujourd'hui, les problématiques langagières sont sans cesse réinvesties au sein d'un projet éthique où il s'agirait, disons, de témoigner, alors au sens large du terme. Assigner une telle fonction au travail littéraire plus qu'à l'œuvre n'a peut-être rien de nouveau. Mais ce qui me semble intéressant ici, c'est d'y voir une rupture avec la période d'autonomie du champ littéraire. L'une des conséquences majeures du phénomène,
que l'on percevait déjà derrière la banalité revendiquée par l'écriture courante de Duras, c'est sans doute de faire passer l'intérêt ou la valorisation de la langue à l'arrière-plan. Et si on en croit quelques coups de sonde faits dans la critique universitaire sur la littérature d'aujourd'hui, eh bien, il est assez frappant de voir combien la langue, les critiques portant sur la langue des écrivains sont aujourd'hui écartées, comme si finalement les motifs, les thèmes reprenaient le dessus. Par exemple, pour prendre quelques exemples très rapides, le scandale ne va pas venir ou ne vient plus du fait qu'un écrivain écrive mal ou globalement de la façon dont un auteur écrit, mais de ce qu'il aborde du point de vue thématique. Pensons à l'œuvre de Houellebecq, par exemple. Le scandale va venir d'une posture médiatique qui n'a peut-être plus rien à voir avec le travail littéraire. On a revu récemment Christine Angot sur un plateau de télévision. Ou bien d'un positionnement idéologique. De ce point de vue-là, il me semble que le cas de Richard Millet serait ici exemplaire aujourd'hui. L'œuvre romanesque disparaît peu à peu, les recherches stylistiques disparaissent derrière le discours paratextuel, en quelque sorte, si tant est qu'on puisse parler encore ainsi dans un régime de littérature post-autonome. D'autre part, si on s'intéresse aujourd'hui à la langue des auteurs contemporains, ça peut arriver de temps en temps, c'est à travers des étiquettes qui me semblent souvent anachroniques, et notamment cette écriture blanche, inventée par Barthes au début des années 50, mais dont on a oublié qu'elle entendait désigner assez précisément, je reprends les termes de Barthes, une morale de la forme applicable au moment de l'après-Seconde Guerre mondiale. Le malentendu peut donc être grand quand on ne ressaisit pas les formes dans leur actualité. Pour revenir à la littérature d'aujourd'hui et à ce qu'on pourrait dire sur la langue dans laquelle elle s'écrit, on pourrait d'une part envisager une série d'écritures à héritage, en quelque sorte, d'écritures nostalgiques, des écritures où on retrouve sous la plume d'un auteur la manière d'un autre, une dimension donc auteuriste ici, comme si l'imaginaire auteuriste était encore dominant, des entreprises nostalgiques où le souvenir d'un auteur rejoint le souvenir de forme de la langue littéraire. On pourrait également repérer bien des écritures qui vont reposer sur des matériaux langagiers identiques à ceux qu'on a pu analyser à tel ou tel moment de la langue littéraire. Par exemple, dans des dialogues romanesques, des formes qui, à un autre moment, plus tôt, au début du XXe siècle, étaient caractéristiques du monologue intérieur. Une réarticulation donc s'impose. Comment ces formes ont pu passer d'une représentation du discours intérieur à une représentation du dialogue. Il y a là un glissement qui s'explique sans doute par un changement de fonction, un changement de visée de la littérature. Deux éléments pour conclure et plutôt embrayer sur une discussion. Il me semble d'abord que, rapproché d'un imaginaire de la langue commune, aujourd'hui, la langue des écrivains actuels est donc à la fois un autre et un même de la langue littéraire. Un même car elle réemploie des configurations qu'on a étiquetées, qu'on a vues, qu'on a analysées comme étant prégnantes à un moment de l'histoire de la langue littéraire. Un autre de cette même langue littéraire, car, vous l'avez compris, le cadre d'inscription pragmatique a changé, et avec lui les fonctions assignées à la littérature. Le deuxième point sur lequel je conclurai cette rapide présentation, c'est plutôt une question. À relire, à reparcourir la langue littéraire, à reparcourir quelques textes d'aujourd'hui, il m'est apparu que la période de Flaubert à Claude Simon qu'on s'était donné pour objet d'étude dans la langue littéraire peut être effectivement considérée comme une parenthèse fondée sur l'autonomie du champ littéraire. Aujourd'hui, la langue littéraire est peut-être morte dans le sens qu'on lui donnait dans l'ouvrage, mais sous-jacente à cette clôture, à cette
parenthèse 1860-1960, il me semble que se lie aussi une ligne, cette trame dont parlait Gilles, à travers la persistance de formes. On écrit toujours avec la même langue, même si cette langue-là a pu avoir à tel ou tel moment des valeurs différentes. Merci. Bon, c'est très intéressant, l'hypothèse que vous avez faite. Bien sûr, il faut être très prudent dans cette observation de l'immédiat contemporain, mais au fond, votre thèse est qu'il n'y a pas à prolonger votre livre. Si nous sommes sortis de ce moment marqué par l'autonomie de la littérature, la réflexivité de la littérature, etc. Oui, c'est ça, j'ai dit, il faut être très prudent parce que on peut toujours être la victime de cette illusion qui fait qu'on aurait pu dire la même chose à d'autres moments de ce siècle que vous avez exploré, parce que c'est seulement après coup qu'un certain nombre d'œuvres émergent et deviennent les repères et les témoins des périodes précédentes. Et ma première objection serait celle-là, de dire, au fond, on aurait pu dire ça à tout moment de ce siècle d'autonomie, puisque les œuvres qui, selon nous, aujourd'hui, font l'histoire de cette parenthèse, sont, au fond, perdues dans la masse d'une production qui serait beaucoup plus de l'écriture courante. Et à ce moment-là, il faudrait peut-être attendre un peu pour porter ce diagnostic de fin. Encore que je sois très sensible à ce que vous disiez de la littérature contemporaine. Mais voilà la question, n'aurait-on pas pu en dire de même à tout moment du siècle de cette autonomie? J'irai d'abord dans votre sens, qu'on n'est pas complètement sorti de cette idée d'autonomie. Alors, je ne me prononcerai pas sur l'autonomie du champ littéraire, c'est beaucoup trop large pour que je puisse avoir un avis là-dessus, mais de cette idée d'une autonomie du fonctionnement discursif, voire langagier de la littérature. On n'en est pas complètement sorti, et bizarrement, il y a un endroit où elle se maintient très bien, cette illusion, c'est la linguistique. On continue à avoir encore des oppositions énoncés littéraires, énoncés non littéraires, tout le reste sera énoncé non littéraire, qui sont d'une naïveté, moi, qui me laisse assez perplexe, mais qui montre qu'on a bien gardé encore quelque part vivace, où il y a encore des formes vivaces de cet imaginaire de l'autonomie. Après, bien sûr, le moment de fin est toujours difficile à négocier, et c'est certain que ce sont des constructions historiques que l'on fait après coup. La seule, disons, le problème, c'est comment falsifier, où est-ce qu'on va aller vérifier l'hypothèse que l'on fait sur quelque chose d'aussi général que l'idée d'une sortie d'un modèle autonomiste de la langue littéraire. C'est tout simplement parce qu'on va voir dans les textes eux-mêmes l'alignement sur des pratiques qui se veulent des pratiques communes et la fin de la recherche de formes lexicales ou de formes grammaticales qui manifestaient en quelque sorte une évidence
une sorte de spécificité propre à la langue littéraire. C'est très sensible, je ne vais pas entrer dans le détail pour ne pas ennuyer tout le monde, dans le rythme des phrases, par exemple. Le fait qu'on ait eu au XIXe siècle la montée de phrases qui ont des rythmes ou des rythmiques avec des inserts, donc à des positions que l'oral ne sature pas, donc des rythmiques qui ne sont pas attestées par la langue orale, sauf dans l'oral formel. Ce type de phrase va rapidement s'user et on va en sortir. Et on voit là qu'il y a, si on met 3-4 observables de ce type, ou même 10-15 observables de ce type en série, on voit qu'il y a des changements paradigmatiques et qu'il y a un réalignement sur la pratique commune et l'abandon, par exemple, de l'idée que le rythme de la langue écrite soit séparé, voire opposable à celui de ou opposable à celui de la langue parlée. Donc on peut falsifier un petit peu l'hypothèse historique en la confrontant à l'épreuve des faits, mais la part d'illusion et de reconstruction, oui, bien sûr, elle est toujours là. Oui, j'ajouterais peut-être deux choses. Alors, l'idée de falsification, oui, c'était aussi un des points sur lequel je voulais revenir, mais aussi, surtout, sur l'idée que l'objet du livre et des perspectives que je voulais évoquer aujourd'hui, c'était d'essayer de rendre compte, pour un moment donné, d'une hypothèse qui permettait, comment dire, de rendre compte à la fois d'entreprises qui vont dans le même sens, de travaux linguistiques ou stylistiques qui vont dans le même sens, mais pas pour nier l'existence d'autres entreprises, d'autres pratiques. Elles existent, elles peuvent tout à fait obéir à un paradigme ou à un ancrage culturel antérieur. Oui, c'est pas du tout pour. Enfin, c'est au cœur même du projet, cette idée-là. Quand on évoque ces sujets, il y a toujours cette notion de non-simultanéité des contemporains. Et elle est particulièrement sensible dans ce domaine où toutes les possibilités linguistiques coexistent. Et donc, repérer aujourd'hui celle qui représente, disons, mettons la continuité de ce que vous analysez comme autonomie ne va pas de soi. On peut ne pas aller de soi du tout. Et ce qui nous avait frappé aussi, c'est effectivement le décalage entre la linguistique, la description de la langue, et son effet, sa prise en compte dans les pratiques. Alors, sur la période qu'on a observée, il y avait plutôt une avancée de la réflexion linguistique par rapport aux pratiques. Et les pratiques étaient souvent influencées a posteriori par la langue. Or, ce serait intéressant de voir si c'est comment ce que tu mentionnais, la linguistique, qui effectivement est encore attachée à une étiquette littéraire comme marquant un registre élevé, s'inscrira dans l'avenir par rapport aux pratiques. Est-ce que la linguistique n'est pas aussi en retard, en quelque sorte, aujourd'hui? Une question. Non, j'allais voter en touche, donc je la parole bien. Qui veut intervenir?